Ce reportage résume l'histoire de l'esclavage, qui survole le XVIe siècle jusqu'à son abolition au XXe siècle. Nous ferons le lien avec le blues dans la seconde partie. Il s'agit là d'un sujet complexe et sensible que je partage dans le cadre de l'enseignement du blues. Je suis loin d'avoir les connaissances que pourra avoir un historien spécialisé dans l'esclavage et je ne le prétends aucunement. Je survole des éléments clés qui permettent de se rendre compte de la souffrance endurée par les esclaves pour en faire, dans un second temps, le lien avec le blues. Le vécu des esclaves est juste impensable au XXIe siècle, et pourtant, il existait bel et bien il y a encore 150 ans. J'ai effectué de nombreuses recherches pour m'assurer de la qualité de ce reportage. S'il s'avère que des éléments clés soient manquants, ou des éléments cités soient faux, je m'en excuse par avance et surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un peu d'histoire. La traite transatlantique. Si l'on se replonge dans l'histoire, nous avons tous entendu parler de la traite transatlantique et le commerce triangulaire. Nous sommes aux alentours du XVIe siècle. La colonisation européenne dans les Antilles, en Amérique centrale et dans le sud de l'Amérique du Nord a fait disparaître un très grand nombre d'indigènes, les Amérindiens. De plus, le roi d'Espagne a interdit d'employer les Amérindiens survivants comme esclaves. Pour pouvoir exploiter sans trop d'efforts les terres qu'ils se sont appropriées, les colons européens ont recherché une main-d'œuvre bon marché. Ce sont les Africains noirs qui vont être les victimes. Les Portugais, puis les Français, les Anglais et les Hollandais vont organiser le trafic pour fournir la main-d'œuvre nécessaire à leur colonie américaine. Les Espagnols, tenus à l'écart des côtes africaines depuis le traité de Tordesillas de 1494, chargent les autres pays européens de leur fournir les esclaves nécessaires. Nous n'allons pas détailler tout le processus d'acquisition des esclaves, mais nous allons nous focaliser sur la souffrance inhumaine endurée par ces derniers. De l'acquisition à l'arrivée sur les terres américaines. Les esclaves sont, entre autres, des prisonniers, des hommes, des femmes ou encore des enfants vendus par leur tribu. Ces esclaves seront acquis par des colons européens qui viendront se les procurer en partie auprès des négriers noirs en échange d'objets sans valeur. Puis vient, dans le système du commerce triangulaire, une étape abominable, la traversée de l'Atlantique qui consiste à la déportation depuis les côtes d'Afrique jusqu'en Amérique. L'embarquement des captifs se faisait par petits groupes de 4 à 6 personnes. Terrorisés, certains sautaient, se noyaient pour essayer d'échapper à leur sort. Dès qu'ils étaient à bord, les hommes étaient séparés des femmes et des enfants. Les hommes allaient sur le gaillard d'avant, enchaînés 2 à 2 par les chevilles. Ceux qui résistaient étaient aussi entravés aux poignets. Tandis que les femmes et les enfants étaient parqués sur le gaillard d'arrière. Les gaillards sont les parties surélevées du bateau. Les conditions de transport au cours du voyage étaient particulièrement inhumaines et certains récits permettent de s'en faire une idée. Si le temps le permettait, les déportés passaient la journée sur le pont, mais les hommes, toujours séparés des femmes et des enfants, restaient enchaînés et pendant ce temps les bails à déjection étaient vidés et l'entrepont gratté et nettoyé. Pour les dégourdir et les occuper, on incitait les esclaves à danser et le soir les déportés retournaient dans l'entrepont où les officiers les mettaient en place pour la nuit, couchés sur les planches et enferrés 2 par 2. Le taux d'entassement était important puisque pour gagner de la place, le charpentier construisait un faux pont sur les côtes permettant d'entasser des centaines de noirs enchaînés, rangés selon le système de la cuillère, c'est-à-dire emboîtés les uns dans les autres. Un navire pouvait contenir jusqu'à 600 esclaves. Le pire de tout était le mauvais temps car les déportés restaient confinés dans l'entrepont et il n'y avait pas de vidange des bails à déjection ni de nettoyage des sols. Avec la tempête, le contenu des bails coulait sur les planches de l'entrepont
et les excréments se mêlaient aux vomissures des malades et des victimes du mal de mer. Si les écoutilles étaient closes, l'air irrespirable, l'obscurité et le roulis affaiblissaient les captifs et au cours de la traversée, le stress et les maladies emportaient environ 15% des esclaves. L'arrivée sur le sol américain. Arrivés à destination, pour éviter les épidémies de maladies ramenées d'Afrique, les navires étaient mis en quarantaine et les esclaves examinés par un médecin avant de débarquer. Le chirurgien du bord en profitait pour augmenter leur valeur marchande et les rendre plus présentables en masquant lésions et blessures, coupant les cheveux et les teintant si grisonnants, et huilant les corps. Ils étaient ensuite mis en vente sur les marchés aux esclaves. Les acheteurs étaient les planteurs des colonies, préalablement prévenus, certains avaient même déjà passé commande depuis longtemps, et la vente se faisait par lot et aux enchères, parfois sur le navire. La journée type de l'esclave. Comme précisé plus tôt dans la vidéo, les esclaves serviront de main-d'œuvre pour l'exploitation des champs de coton et de canne à sucre. Voici une journée type. Le travail épuisait les esclaves du matin tôt jusque tard dans la nuit. Aux Antilles, les esclaves étaient réveillés vers 5 heures du matin par un claquement de fouet. Après la prière et l'appel, c'était le départ pour les champs. À midi, ils disposent de 2 heures pour préparer leur repas et manger. Puis le travail reprend jusqu'à la tombée de la nuit. Mais la journée n'est pas finie pour autant, il faut encore chercher de l'herbe pour le bétail. Ensuite seulement les esclaves peuvent rentrer dans leurs cases pour préparer en famille leur repas. Vers minuit, épuisés, ils se jettent sur leur lit pour une courte nuit de sommeil. 2 siècles avant l'abolition de l'esclavage. Voici dans les grandes lignes la succession d'événements qui amèneront à l'abolition de l'esclavage. 1. Proclamation d'émancipation. En 1862-1863, le président des États-Unis Abraham Lincoln déclare la proclamation d'émancipation dans le but de libérer les esclaves des États du Sud. Mais qu'est-ce que les États du Sud et qu'est-ce que les États du Nord ? Deux. Avant les États-Unis, les États confédérés et les États de l'Union. Avant de devenir les États-Unis, le pays est divisé en 2 catégories. Les États dits du Nord, appelés les États de l'Union, et les États dits du Sud, appelés les États confédérés. Les États confédérés sont composés de 7 États esclavagistes. La Caroline du Sud, l'État du Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas. Ces États seront des États esclavagistes jusqu'en 1865, où un événement précis viendra y mettre un terme. 3. Abolition de l'esclavage dans les États du Nord. Progressivement, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les États de l'Union abolissent l'esclavage jusqu'à ce qu'il en disparaisse officiellement au début du XIXe siècle. La Caroline du Sud étant le dernier État de l'Union à abolir ce qui portait le nom de la traite négrière en 1802. Nous remarquons que ce terme qui fut banal à cette époque est très violent à entendre aujourd'hui. 4. Constitution américaine en 1789. La Constitution américaine entre en vigueur le 4 mars 1789. Cette date signe la fédération des États du Nord et du Sud par des lois communes. Le problème qui persistera sera celui de l'esclavagisme qui perdure dans les États du Sud, malgré la position politique et sociale de leurs voisins des États du Nord. 5. Abraham Lincoln, élu en 1860. Abraham Lincoln, élu en 1860, était profondément opposé à l'esclavagisme et en avait fait un point majeur de son mandat politique. Il déclara la proclamation d'émancipation 1862 dans l'ensemble des États du Sud qui étaient alors encore des États esclavagistes. 6. Les États du Sud et la guerre de sécession. L'abolition de l'esclavage dans les États du Nord marque une fois de plus la divergence d'opinion entre l'Union et les États confédérés. En réaction à l'élection d'Abraham Lincoln, les États du Sud font sécession des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils réfutent l'arrivée au pouvoir du président et décident de ne pas suivre ses idéologies politiques et sociales. S'ensuivent des tensions entre les États du Nord et du Sud qui aboutiront à la guerre de sécession, qui se déroulera de 1861 à 1865.
Cette guerre meurtrière aura fait 617 000 morts. C'est la guerre ayant fait le plus de morts aux États-Unis, bien plus que les 2 guerres mondiales en termes de victimes américaines. Les États du Nord remportent la guerre et, entre autres, l'abolition de l'esclavage s'appliquera à l'ensemble des États-Unis à partir de 1865. Maintenant, parlons de musique. Toute cette histoire nous permet de mieux comprendre la souffrance qu'ont pu endurer les esclaves afro-américains. Et encore, il faudrait aborder le sujet sous de nombreuses formes et plus en profondeur pour vraiment réaliser les conditions de vie inhumaines qu'a subi le peuple africain déporté. Avant le blues, le negro spiritual. Le negro spiritual est un chant religieux né au XVIIIe siècle parmi les esclaves noirs des États-Unis. À l'origine, ce sont des cantiques, donc chants religieux chrétiens, enseignés par les missionnaires blancs aux esclaves travaillant dans les plantations. Les esclaves ont transformé ces chants européens à leur manière en y apportant des éléments propres à leur culture africaine. Call and responsive, appel et réponse, ou technique responsoriale, c'est-à-dire l'alternance d'un soliste et d'un chœur. Battement des mains sur les contretemps, sur les temps faibles, le 2e et 4e temps. Des transformations rythmiques, des inflexions et des sonorités particulières de la voix. L'apparition du blues, début du XXe siècle. Le travail des esclaves noirs dans les champs de coton était si difficile, tant par sa nature que par ses conditions, que pour se soutenir, les travailleurs noirs utilisaient les work songs, qui, au-delà de simples chants, étaient un moyen de se soutenir dans la souffrance, de communiquer, de s'évader. Avec le temps, ces chants se sont complexifiés, notamment avec l'influence de la culture européenne, mais également avec l'ajout d'instruments tels que la guitare. Après les chants en groupe apparaît le blues. Ces styles sont très proches, mais alors que le negro spiritual chantera des lamentations en chœur, le blues s'articulera souvent à la première personne et racontera une histoire au singulier. Nous pouvons même parler d'une première forme du blues appelée le delta blues. Nous sommes entre la fin du 19e siècle et les années 1920-1930, quelques années après l'abolition de l'esclavage. Delta indiquant delta du Mississippi. Nous sommes aux prémices du blues où seule la guitare, la voix et parfois un harmonica se superposent. C'est aux alentours des années 1920 que nous aurons les premiers enregistrements dans ce style. Accessoirement, c'est assez incroyable de se dire qu'il s'agit là du père du rock'n'roll. Quelques noms et titres du Delta Blues. Charlie Patton, Spoonful Blues, 1920. Robert Johnson, Sweet Home, Chicago, 1937. Mississippi John Hurt, Frankie, 1928. Un blues plus urbain, plus sophistiqué, le Chicago Blues, aux alentours des années 1950. Nous retrouvons quelques années plus tard un blues plus évolué tant sur le plan technique, harmonique, que la composition du groupe qui l'interprétera. Les influences jazz qui nous viennent de la New Orleans sont bien présentes.
une contrebasse, un piano, une batterie, des cuivres. Une forme orchestrale du Delta Blues, moins dans la souffrance, plus dans la joie et le festif. On pense notamment à T-Bone Walker, avec son morceau T-Bone Blues en 1941. Nous pouvons également penser à Big Bill Broonzy et, morceau que l'on connaît sûrement, qu'on a au moins déjà entendu, un morceau de Muddy Waters avec Manish Boy en 1955. Le blues rock à partir de 1960. Quelques années plus tard, nous avons des grands noms qui viennent prendre le relais. Jimi Hendrix, avec notamment le morceau Hey Joe en 1967. Janis Joplin, avec le morceau Big Brother and the Holding Company en 1967. Eric Clapton, lui, Stevie Ray Vaughan, ou plutôt Stevie Ray Vaughan, avec le morceau Pride and Joy en 1983. On peut citer les nombreux artistes et groupes qui ont continué ou qui continuent à interpréter du blues. Joe Bonamassa, les Rolling Stones, Keb Mo, Paul Person, Brian Lee, etc. Les work songs, le Delta Blues, Chicago Blues, Blues Rock et tous les styles qui s'ensuivent. Il est intéressant de constater que cette musique répond à une grande souffrance, à une grande détresse, à traverser l'histoire pour poursuivre ses intentions premières. L'influence des époques, la patte de musiciens talentueux, ce sont autant d'éléments qui ont enrichi ce style qui, ne l'oublions pas, fut créé pour faire s'exprimer des âmes en souffrance. Derrière chaque note réside et doit résider une expression. Pour faire du blues, plus que des gammes, plus que des techniques, ce sont le poids d'émotions qui se doivent d'enrober et de soulever chacune des notes.